Burkina Faso, de nouvelles taxes pour l'effort de paix et coopération. La diversification des partenaires est en marche, en démontrent les déplacements du chef du gouvernement. Et enfin, CEDEAO, Patrice Talon, attendu au chevet des différentes transitions. Voici annoncées les grandes lignes de votre émission La Tribune des éditos. Ce grand rendez-vous de votre télévision Tweet TV pour décrypter, analyser et bien sûr parcourir l'actualité nationale et internationale à travers les commentaires, mais aussi les analyses des différents médias. Et pour cette tribune du jour, je suis accompagné par 4 professionnels des médias. Nous avons Joachim Vokouma, directeur de publication du journal en ligne Kasseto.net. Nous avons Aimé Kobo Nabaloum, rédacteur en chef au journal Le Reporter. Michel Nana, rédacteur en chef délégué des éditions Le Pays. Et enfin, Daouda Kinda, journaliste au journal Le Quotidien. Avant le développement de ces sujets, nous allons commencer par un tour de table sur cette annonce de la mise en place à nouveau de la Caisse de dépôt et d'investissement du Burkina. On se souvient que le 16 décembre 2022, le gouvernement avait décidé de la dissolution de la Caisse de dépôt et de consignation, jadis dirigée par Paul Kabatieba. Comme raison, on évoquait les multiples difficultés qui entravaient le fonctionnement de la structure. Moins d'une année après, le gouvernement de transition juge utile de le ramener sous l'appellation Caisse de dépôt et d'investissement du Burkina Faso. Joachim Vokouma, est-ce que le gouvernement se serait trompé avec cette dissolution? Oui, on serait tenté de se poser la question, sachant que la réponse est implicitement dans la question. On attend de voir dans les détails ce que le ministre de l'économie et des finances va donner dans la composition, au-delà de l'intitulé, Caisse de dépôt et d'investissement au lieu de consignation, au-delà du changement de nom. On attend de voir quel sera le contenu de cette nouvelle caisse-là. Parce que l'ancienne, vous savez, l'essentiel des fonds était constitué de la Carrefour, la Caisse nationale de sécurité sociale, la Poste. Voilà. Donc, ce sont des fonds sociaux qui devaient alimenter cette caisse-là pour financer des infrastructures de dimension nationale, aussi soutenir les collectivités territoriales. C'était ça l'objectif de la Caisse de dépôt et consignation. Puis il y avait un comité de surveillance de 11 membres dont la composition comprenait les membres de l'Assemblée nationale, puis des experts. Voilà. Maintenant, sauf que à l'œuvre, la Caisse n'a pas pu mobiliser les fonds. C'est-à-dire les organismes qui étaient censés alimenter la Caisse, ils ont boycotté. On va dire les choses comme ça. Ils ont boycotté l'affaire. Ils n'ont pas voulu prendre des risques parce que, si vous prenez comme la caisse n'est pas une société d'État qui fait du commerce. C'est-à-dire, ils prélèvent sur les salaires des travailleurs pour leur assistance sociale, c'est-à-dire la retraite, l'assistance maladie, même si on voit bien que la caisse ne remplit pas fondamentalement son rôle, puisque c'est rare de voir une caisse de sécurité sociale qui est excédentaire comme dans notre pays, au point qu'elle prête même beaucoup de millions à des individus. Je veux dire, c'est vraiment une particularité. Moi, j'ai vécu dans un pays où la caisse de sécurité sociale est depuis des années excédentaire. Déficitaire, je veux dire. Déficitaire. Parce que, voilà, et là, bon, maintenant, on attend de voir quels seront les nouveaux contributeurs de cette nouvelle caisse-là. Est-ce que ces fonds seront destinés aux mêmes infrastructures? Est-ce que c'est à la même destination? Bon, si c'est le cas, on serait tenté effectivement de demander pourquoi on a dissous la caisse de dépôt pour refaire une nouvelle caisse avec les mêmes attributions, les mêmes objectifs, le même mode de fonctionnement, les mêmes sources de financement. Bon, tout ça, c'est des éléments qu'on va attendre de voir. Mais si c'est le cas, mais on aura perdu du temps. Mais comme on est encore au début, il y a beaucoup de détails que le ministre n'a pas encore donné. On va patienter pour voir. D'accord. Alors, Michel Nana, qu'est-ce qui diffère finalement? Caisse de dépôt et de consignation, caisse de dépôt et d'investissement? On a l'impression de tourner en rond. Voilà, je ne suis pas spécialiste des questions de finances et d'économie, donc je ne peux pas te répondre directement en te disant clairement ce qui diffère d'une structure à l'autre. Ce que je peux dire, c'est que le ministre actuel a hérité
d'une situation créée après le coup d'État de janvier 2022 et qui a amené la suspension de la Caisse de consignation et de dépôt, alors dirigée par l'ancien Premier ministre Paul Kaba Thiba. Qu'est-ce qui a amené à l'époque des autorités sur Damiba à décider de la suspension ou de la dissolution? C'est pas de la Caisse de dépôt de consignation. C'est une dissolution. Voilà, c'est une dissolution. Qu'est-ce qui a amené clairement? On ne sait pas, mais aujourd'hui, le ministre n'a qu'à énoncer les multiples difficultés que la structure rencontrait. Quelles étaient ces difficultés? Les difficultés, le grand frère l'a évoqué la question tout de suite, c'est que les structures qui étaient censées alimenter cette caisse-là n'ont pas voulu prendre des risques en mettant leurs fonds à la disposition de la Caisse des dépôts. C'est cela. Est-ce que cela suffisait à dissoudre automatiquement la Caisse des dépôts de consignation? Moi, je ne pense pas. Je pense que la question était plutôt politique. C'était une question politique pour un pouvoir qui, à l'époque, voulait marquer le coup sur le plan de la gouvernance en mettant, en stoppant une dynamique créée par celui qui venait de renverser. Je pense que c'était ça. Aujourd'hui, je pense que ceux qui sont là se sont rendus compte qu'il faut revenir en arrière. Et ce d'autant plus que pour mettre en place la caisse de dépôt de consignation, il me revient qu'il y a des engagements qui ont été pris avec des partenaires. Je ne veux pas citer certains noms, mais il y a des structures auprès desquelles le gouvernement s'est endetté pour pouvoir mettre en place cette caisse de dépôt de consignation-là. Mais c'est des engagements qui devraient être comment on appelle ça, respectés. Mais une fois la caisse dissoute, qu'est-ce qu'il fallait faire pour rembourser pour respecter ces engagements-là? Je ne veux pas aller trop loin. Pour respecter ces engagements. D'accord. C'est une perte de temps inutile, moi je pense, parce que si c'était juste des questions techniques, la solution aurait été très simple. Ça veut dire qu'on débarque celui qui dirige et on suspend pour le fonctionnement de la structure le temps de regarder et de revenir en apportant des correctifs à ce qui est jugé non conforme. Mais là, on a voulu mettre à terre toute la structure et revenir quelques mois après avec avec pratiquement le même c'est le même corps, hein. C'est juste le nom, un I ou un D qui manque quelque part, sinon c'est la même chose. D'accord. Alors Daouda Kida, on sait que l'un des objectifs également, c'était de réduire le train de vie de l'État à travers la suppression de cette structure. Aujourd'hui, là, est-ce que un certain nombre de réformes répondent aux critères? Bien sûr. Bien sûr, la caisse des dépôts d'investissement, moi j'ai été choqué lorsqu'en décembre 2022, on avait annoncé la dissolution de cette caisse-là. Bien avant ça, le Premier ministre Albert Bamogo, sous Damiba, lui aussi, Albert Ouedraogo avait voulu aussi supprimer jusqu'à ce que ça soit entériné en décembre 2022 sous les nouvelles autorités. Et je pense qu'on pouvait tout reprocher à la Caisse des dépôts et de consignation, mais aller de là à jeter le bébé avec l'eau du bain, je pense que c'était pas la bonne solution. On pouvait faire juste une évaluation de la situation, voir quel côté qui marche et c'est quel côté qui ne marche pas, et puis on applique les correctifs nécessaires. Et dans mes lectures, j'ai vu que ce n'est pas la première fois que le Burkina Faso a tenté le coup de la caisse des dépôts et de consignation sous le militaire Mac Garango. Dans mes lectures, j'ai vu qu'on avait tenté aussi une caisse des dépôts et de consignation, et plus tard, on avait dû liquider ça à cause des injonctions des institutions de Bretton Woods, et la situation a évolué comme ça jusqu'à sous Rock, et on a mis en place
caisse des dépôts et des consignations là, quand on connaît un peu les objectifs de cette caisse là, et le grand frère Vukuma a listé brillamment, présenté un peu les objectifs de la caisse des dépôts et des consignations. Et quand on connaît ces objectifs et on voit qu'on liquide ou qu'on supprime la caisse des dépôts, bon, on ne peut qu'être choqué. Donc le fait qu'on revienne avec la caisse des dépôts et les investissements, fondamentalement ce qui va changer, c'est le fait que on va beaucoup plus peut-être, je pense à mon avis, accroître les investissements, puisque les difficultés, je suppose que les difficultés qu'on avait évoquées, notamment la réticence de la caisse de la CNSS, de la Carrefour, de la Poste et tout ça là, je pense que ces difficultés là ont été levées et que ces institutions là vont accepter de faire déposer leur argent au niveau de la caisse des dépôts et des investissements pour permettre de faire les investissements nécessaires dans notre pays là, parce que à côté de la guerre aussi, il ne faut pas oublier le développement, parce que tout va ensemble. Tout à fait. Éviter des réformes sans lendemain, c'est d'ailleurs là le titre de l'édito du journal d'investigation Le Reporter, qui se pose de multiples questions sur les réformes de manière générale. De quoi s'agit-il? Non, dans notre édito, effectivement, on parle donc de réformes engagées sous, en tout cas, au moins, sous le MPSR 2. Et notre peur dans l'analyse, c'est que ce soit véritablement des réformes sans lendemain, parce que la manière par laquelle donc les autorités de la transition procèdent donc pour ces réformes, il y a essentiellement c'est les réformes sur le code électoral, le régime juridique des partis politiques, la question donc de la constitution. On a vu plus ou moins qu'il y a eu des concertations provinciales, probablement régionales, et tout cela dans un blackout total. Et on estime que c'est vrai, le Premier ministre l'a annoncé, il faut des réformes, et il le dit presque tout le temps, mais il faudrait engager des réformes qui véritablement peuvent permettre de refonder notre pays. Je ne vais pas dire notre nation, parce qu'on est tellement déchiré à l'heure là, qui puisse vraiment refonder notre État. Parce que quand vous prenez par exemple la question donc du code électoral, le régime juridique des partis politiques, on engage des réformes au moment où les partis politiques juridiquement n'existent pas. Bon, c'est pour donner quel résultat? Ouais, il faut l'objet de suspension. On engage, on organise des manifestations, si vous voulez, des concertations, je ne sais pas quoi, autour donc d'une nouvelle constitution. Vous ne savez même pas quel est le problème que on veut résoudre à travers donc une nouvelle constitution. C'est comme si les choses se font un peu de façon clandestine. Et c'est clair que quand ça n'engage pas, quand ça ne crée pas de l'engouement, le travail n'est pas fait dans la profondeur, c'est clair que c'est des réformes sans lendemain, parce que la transition, elle va finir. Elle n'est pas faite pour durer éternellement. À un certain moment, elle va finir. Mais si de nouvelles autorités arrivent et trouvent des réformes qui ne répondent véritablement pas à l'objectif donc de refonder notre État, c'est clair que c'est des réformes qui seront donc remises en cause. Mais vous me permettrez donc de revenir un peu sur la question de la caisse de dépôt et des investissements, pour faire juste la précision que c'est le Premier ministre, nous avions travaillé là-dessus, le Premier ministre, le docteur Albert Ouedraogo, à travers son cabinet privé, donc à l'époque, pour ne pas nommer son cabinet IPSO à l'époque, qui avait fait les études de faisabilité ou de réalisation donc de la caisse de dépôt et de conciliation. C'est son cabinet qui a fait le travail. Il arrive Premier ministre, l'une des grandes décisions pendant qu'il est Premier ministre, c'est la suspension donc des activités de la caisse de dépôt et de conciliation. Ça n'a pas de sens. Encore plus que quand on regarde un peu dans la sous-région, les pays qui disposent véritablement donc de caisses de dépôt et de consignation, quand vous regardez les investissements, vous prenez le Bénin, vous prenez le Sénégal, les investissements réalisés par les caisses de dépôt et de consignation, c'est énorme. Ça amène l'État dans de grandes entreprises, dans de grandes
société à être actionnaire de la façon la plus aisée, de la façon la plus naturelle. Les confrères l'ont dit tout à l'heure, les institutions donc qui refusent, ou les sociétés d'État qui refusent donc de donner, ou en tout cas qui hésitent de donner leur argent à la caisse de dépôt et de consignation à l'époque, maintenant investissement, ça ne répond à aucune logique. Par contre, quand on fait l'analyse inverse, on se rend compte que ces sociétés d'État qui manipulent énormément de CFA régulièrement, si vous voulez, annuellement, cet argent-là, ces CFA-là vont où? Ça part dans des banques privées, ça part dans des banques commerciales. Donc c'est des privés qui se font de l'argent. Mais donnez cet argent à l'État, à notre caisse de dépôt et de consignation, maintenant investissement, qui va maintenant faire fructifier. Ça reviendra plus facilement à l'État. Mais à quoi pratiquement jouent, on peut se poser la question, ces sociétés d'État qui disposent donc de liquidités là, pour faire des prêts ou je ne sais pas quoi, aller déposer dans des banques commerciales, ça répond à aucune logique. Je salue à nouveau la mise en place. Oui, moi je regrette qu'on ait suspendu puis dissous l'institution parce que ça nous met énormément en retard. Ça rejoint une fois de plus ce que nous pensons comme analyse, c'est des réformes sans lendemain. Bon, si mon confrère d'à gauche l'a dit, c'est politique. Si vous n'aimez pas la tête de ceux qui dirigent, ben, il faut les enlever. Il y en a qui ont été, comment on appelle... Vous pensez que c'est parce qu'on n'aimait pas la tête de Paul Kabatieba? Bon, je ne dis pas ça comme ça. Peut-être lui, il a été nommé. Mais les autres, ce sont des gens qui ont été recrutés. Il y a un personnel qui a été recruté sur des bases de compétences. Maintenant, bon, véritablement, si on ne change pas notre façon de gouverner l'État, la chose publique, on va toujours se mettre en retard à cause donc de réformettes qui ne nous font pas avancer, à mon avis. Oui, une réaction rapidement. Je voudrais dire que même les sociétés qui refusaient au départ de transférer, de participer de façon active à la vie de la caisse de dépôt de consignation, il me revient qu'il y avait des réformes qui avaient été engagées par ces sociétés-là pour leur permettre de rentrer dans la dynamique. Et paf, tout d'un coup de moins, on suspend, bien on dissout la caisse de dépôt de consignation. Ça veut dire qu'on est obligé de repartir des zéros. Et c'est dommage parce que c'est pratiquement la même chose. On va encore reprendre le même chemin pour mettre en place la même structure avec les mêmes éléments, les mêmes caractéristiques pratiquement, d'accord, les mêmes paramétrages et bien entendu avec pratiquement le même personnel parce que je ne suis pas sûr que ce ne sont pas les mêmes personnes à part quelques individus qui ne vont pas être là-bas. Et nous passons une seconde, on a parlé d'un fonds ou de caisse d'épargne, je ne sais pas quoi qui a été lancé tout de suite sous la présidence du président de la transition, je ne sais pas, truc patriotique là. Tout cela, c'est inutile si on disposait véritablement d'une caisse de dépôt et d'investissement. Appelez-la comme vous voulez, si on disposait véritablement d'une structure qui pouvait aller chercher l'argent partout. On a besoin donc plutôt que de... Bon, on pourra revenir plutôt que de poursuivre régulièrement les citoyens. Et nous passons au premier sujet retenu pour cette tribune, fonds de soutien patriotique. De nouvelles taxes sont entrées en vigueur depuis le 20 juillet dernier. Cette fois-ci, il est question de prélever des taxes sur les services de téléphonie, les réabonnements au niveau des télévisions privées et la cession des terrains hors lotissement. Alors, on revient avec vous, Michel Nana. Que pensez-vous de ces nouvelles taxes? D'abord, je pense qu'il faut rendre hommage au ministre de l'économie et des finances qui a quand même donné l'information officielle sur l'entrée effective de cette taxe-là à la veille ça devait être le 19 au soir. Il a expliqué sur pourquoi cette taxe avait été instituée et c'est participer notamment à l'effort des paix. Si tel est l'objet, je pense que le ministre et ses collaborateurs et au-delà, le gouvernement mérite quand même qu'on les encourage pour ce qui est fait pour ramener la paix dans le pays. Mais il reste que vous allez constater que depuis l'entrée en vigueur de cette taxe-là, il y a eu comme levée de bouclier. C'est-à-dire beaucoup de gens parlent. Aller sur les réseaux, aller dans les gargotes, beaucoup de gens parlent. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que les gens disent?
Ils disent que c'est trop. Ça devient lassant. Je ne suis qu'un journaliste qui rapporte ce qu'il entend. Et quand les Burkinabés commencent à dire que c'est trop, que ça devient lassant, ça veut dire quelque part qu'ils n'arrivent plus à comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Des batteries de mesures ont été prises depuis l'arrivée de IB au pouvoir pour mobiliser les ressources au niveau endogène, au niveau national, pour combattre le terrorisme. Et puis on peut comprendre cela parce que avec l'orientation diplomatique qu'on a prise avec ces autorités, il y a beaucoup de sources de financement qui ont été fermées. Il faut trouver des alternatives. Et pour mener la guerre, il faut se saigner. Et on comprend pourquoi l'État prend beaucoup de mesures pour pouvoir mobiliser les ressources là. Mais un État, c'est aussi, même s'il est en guerre, il faut quand même s'interroger sur l'impact de ces mesures-là. Est-ce que c'est pas trop? Est-ce que c'est pas beaucoup? Est-ce que la population tient? Chez nous, il y a des gens qui sont du privé, il y a des gens qui sont du public, et il y a des gens qui se débrouillent, ainsi de suite, et tout le monde est mis à la même enseigne. Moi, à mon avis, d'abord, il faut s'assurer de la transparence dans la gestion de ces ressources-là. Parce que tout va au trésor public. Et tout ce qu'on nous montre, c'est que de façon périodique, on donne des chiffres sur les montants collectés. Mais nous ne savons pas où vont ces montants collectés-là. Du moins, nous savons que c'est effort de paix. C'est effort de guerre à un moment donné. La prise en charge humanitaire et les acquisitions de matériel. C'est ce qu'on dit, de façon globale. Mais quand on gère des citoyens qui se posent beaucoup de questions, à un moment donné, il faut franchir le pas. Au-delà des chiffres qu'on donne, des bilans qu'on donne, il faudrait à un moment donné dire qu'est-ce que véritablement, précisément, ces fonds-là, et qu'est-ce qu'on fait avec ces fonds-là. Et ce d'autant plus que, déjà sur le terrain, en matière du bilan, il y a beaucoup de questions qui se soulèvent, il y a beaucoup de questions qui se posent, auxquelles, à un moment donné, l'exécutif devrait répondre quand même. D'accord, on va prendre l'avis de Joachim Voukouma. Le bien fondé de cette taxe est connu, c'est la situation sécuritaire. Mais est-ce que ces nouvelles taxes sont adaptées au panier de la ménagère, à la situation économique des citoyens? Avec ces taxes, le gouvernement essaie d'élargir l'assiette fiscale. Parce que les 5% sur la téléphonie, vous voyez, le téléphone, aujourd'hui, ce n'est pas un produit de luxe, hein. C'est un outil de travail. Pour des millions de Burkinabés. Il y a des millions de Burkinabés, le téléphone, c'est leur bureau. Et ils gagnent leur vie avec ça. Et déjà, le data coûtait cher. Le prix du data coûtait cher déjà. Vous voyez, toutes les manifestations organisées par les associations de consommateurs, je crois qu'il y a encore un mouvement bientôt contre la cherté du prix des services électroniques. Et donc, on vient ajouter encore 5%. C'est-à-dire, si tu mets 1000 francs, je ne sais pas d'ailleurs comment les opérateurs vont gérer ça. Est-ce que si tu mets 1000 francs, ça veut dire que tu as 95 francs d'unité dessus, ou bien il faut ajouter 1100 francs ou 1050 francs pour obtenir les unités de 1000 francs d'aujourd'hui. On ne sait pas très bien comment ça va se passer. Toujours est-il qu'au final, le consommateur est encore ponctionné, c'est lui qui a encore contribué. Et ça, quand on regarde le nombre de personnes que cette mesure va frapper, va toucher, qui ne sont pas forcément des gens qui sont dans la couche moyenne, hein, même pas, mais en dessous de la moyenne, bon, on peut se poser la question de savoir quelle est la cible, est-ce que c'était la bonne cible qu'il fallait prendre. Maintenant, sur le réabonnement aux télévisions privées, bon, nous sommes frappés de plein fouet par cette mesure-là, parce que on suit un peu ce qui se passe dans le monde, donc on a besoin de réabonner. C'est vrai qu'il y a la TNT qui donne
Bon, on peut regarder la TNT sans forcément passer par les réabonnements privés, mais ça réduit quand même la possibilité de voir ce qui se passe dans le monde. Bon. Maintenant, sur les lotissements, les cessions des terrains non lotis, bon, je pense que ça, par exemple, moi je suis d'accord avec ça. Ça, je pense que quand tu vends un terrain à 1 million ou 2 millions, qu'on te demande d'ajouter 100 000 francs, je pense que ça peut être, ça peut être possible et ça va peut-être éviter les spéculations foncières sur le terrain. Donc, on verra l'expérience ce que ça va donner, mais comme il a dit, il y a déjà eu les taxes sur la boisson, les 100 francs qu'on a ajoutés sur la bière, que les Burkinabés ont accepté. Et même le carburant. Pour le carburant, bon, ça c'est avec des grincements dedans. Pour les boissons, mais c'est passé comme il est à la poste, les gens n'ont pas du tout mangé. Parce que quand on dit que c'est pour gagner la paix, bon, vous dites que la paix n'a pas de prix. On se dit ça. Sauf que c'est ce qu'il a dit. Les gens vont commencer à compter les centimes. Et les résultats de ces centimes-là, il faut que des villages, des communes, des provinces soient libérés. Que des gens repartent chez eux. Pour que le Burkinabé sente effectivement que son effort porte. Parce que c'est surtout ça. S'il n'y a pas ce résultat-là, à un moment, les gens vont se dire, mais il y a un problème. Au-delà de la transparence totale sur l'utilisation de ces fonds, on va dire que c'est pour équiper les VDP en tenue, leur nourriture, les primes, la prise en charge en cas de décès et tout. Mais on a besoin de voir tout cela dans les détails, parce que quand vous demandez à quelqu'un de vous donner son argent, eh bien, vous voyez, quand on va à la Banque mondiale ou au FMI, on emprunte l'argent là. Mais ils sont à nos trousses et ils regardent les réformes qu'on doit faire là, pour mériter leur argent, ils suivent ça de près. Et dès qu'on dérape, hop, ils publient un communiqué, ils nous rappellent à l'ordre. Donc, je pense que c'est ce que les citoyens aussi burkinabés vont finalement vont faire, parce que c'est quand même un devoir aussi pour eux de savoir ce que leur effort de guerre apporte comme résultat, au-delà de savoir que le pays est dirigé par des patriotes qui avec le souci de nous ramener la paix et pour que nos compatriotes retournent chez eux. D'accord. Alors, Emile Nabaloum, des inquiétudes sont soulevées par rapport à la destination de ces fonds. Au-delà même, qu'est-ce que vous pensez de l'entrée en vigueur de ces nouvelles taxes, 5% de plus sur la téléphonie, les réabonnements et même les cessions de terre? Pour les cessions, c'est 1%. 1%. C'est 10% pour les... Non, dans le fond, moi je dis, l'objectif recherché, donc, c'est que le pays retrouve sa quiétude. C'est tout ce que tous les Burkinabés souhaitent à l'heure là. Et certains disent la paix, le confrère l'a dit tout à l'heure également, ça n'a pas de prix. Tout ce qu'il faut mettre pour pouvoir accéder à cette quiétude là, il faut y aller. Maintenant, mon véritable souci, c'est que ça devient trop. Mon confrère a dit que lui, il a entendu dans des gargotes, il l'a vu sur les réseaux sociaux. Oui, mais moi, ça devient énorme. Ça va peser énormément sur les Burkinabés. Et bon, si ça pèse sur les Burkinabés, il faut des résultats au front. Ça, c'est nécessaire, c'est obligatoire. S'il n'y a pas de résultats au front, les gens chez qui vous avez ponctionné ces 5%, c'est 10%, c'est 1%, ils vont vous demander des comptes. Bien sûr, vous estimez qu'on n'a pas encore de résultats, pourtant on en a. Non, je ne dis pas qu'on n'a pas encore de résultats. Mais ce ne sont pas les premières taxes que nous avons instaurées. Ce ne sont pas les premières taxes. Ça a commencé depuis un bout de temps. Et vous regardez chaque jour que le bon Dieu fait, l'argent ne fait que rentrer. Les dons, ça rentre. Et j'ai envie de dire même, si on fait une enquête, que la seule institution, si vous voulez, même commerciale, seul homme d'affaires de ce pays-là, qui n'a pas donné l'argent au gouvernement de son propre quai, ou bien on est venu lui demander qu'il lève la main pratiquement. Parce que c'est ça le véritable souci. Vous savez, on allait prendre même des lingots sur des sites miniers. Tout ça devrait être proportionnel donc au retour de la paix. Mais
Bon, mon confrère de l'Obs, je pense bien, a titré il n'y a pas longtemps, il y a des villages qui étaient installés, les gens ont encore déguerpi. Pourquoi? Au niveau de la boucle du monde, nous avons vu la dernière opération Capitoukou, une très grosse opération. Combien ça a coûté? On n'en sait rien. On ne nous dit rien. Les gens, la diaspora, tout le monde donne. Les citoyens, le téléphone, la téléphonie, aujourd'hui, là, c'est quoi? Même votre petit frère qui est au village, qui s'occupe peut-être de la famille, vous avez besoin de l'appeler. Vous avez besoin de l'appeler, vous avez besoin qu'il vous appelle. Vous avez besoin qu'il fasse de telles opérations. Et c'est une masse d'argent qui rentre dans le cadre de la lutte contre le terrorisme là. Qu'à mon avis, les résultats sur le terrain devraient être meilleurs. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi que le Burkinabé comprenne que la souveraineté tant réclamée a un coût? La souveraineté a un coût. Mais les Burkinabés ont besoin aussi de transparence et de vérité. On a besoin de transparence et de vérité sur les fonds publics. Personne ne nous fait... On dit on a donné pour le mois passé 20 milliards. Après, les Burkinabés ont cotisé 15 milliards. Ok, on est d'accord, c'est très bien. C'est nous qui cotisons. Mais il faut aussi dire ce à quoi véritablement ça sert. Sinon, à un certain moment, vous allez fixer les taxes et personne n'aura quelque chose pour vous donner. Et si on arrive à cette étape-là, les gens vont vous dire, véritablement votre affaire-là, ça devient trop, on n'en peut plus. Et il ne faudrait pas que ce sentiment-là, naisse à un certain moment chez les Burkinabés. Il faut qu'ils sachent qu'en buvant sa bière, voici ce à quoi ça sert, voici le résultat. Il faut qu'ils sachent qu'en prenant ces crédits de téléphonie mobile, voici ce à quoi ça sert et voici le résultat. On lui dit ça sert à faire telle chose, mais le résultat c'est quoi? Ça reste une question. C'est bien, mais je note également que la mesure, pratiquement, j'ai envie de dire qu'elle a été à la limite clandestine. Elle est annoncée depuis le 24 juin. On en a parlé. Le décret est sorti depuis le 24 juin. Oui, mais rendu public où? Sur cette question. Est-ce que ça a été rendu public? Sur quelle question? Pourquoi avons-nous attendu, vous m'excusez, attendu la veille de l'entrée en vigueur, après avoir travaillé avec les sociétés de téléphonie mobile, pour venir nous annoncer la veille de l'entrée en vigueur là, que dès demain, vos unités là, on va ajouter 1%, on va ajouter 5%. Les citoyens ont suivi l'adoption au niveau de l'Assemblée législative de transition, le décret qui a été promulgué. À ce moment, on n'aura pas besoin donc du ministre des Finances sur le plateau. On prend votre avis, Daouda Kinda, sur la question. Finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas que le Burkinabé comprenne que la souveraineté a un coût? Évidemment, parce qu'on a emprunter une nouvelle voie. On s'est défait d'un partenaire historique, notamment la France. Donc cela veut dire que il y a beaucoup de sources de financement on n'a plus un certain nombre de sources de financement. Donc il va falloir que nous finançons notre propre développement, il va falloir que nous finançons nous-mêmes notre propre guerre. Et comme on l'a relevé, la guerre a un coût nécessairement. Donc si les fonds que nous arrivons à mobiliser ça et là, ça n'arrive pas peut-être à couvrir toutes les dépenses liées au financement de cette guerre-là, bon, il va de soi qu'on puisse, le Burkinabé puisse encore se sacrifier encore pendant quelques temps. Ce n'est pas éternel, hein, c'est juste, je pense que après peut-être la transition, après quelques années, c'est des mesures qui ne vont pas prospérer en fait. Juste. Je vous coupe pas, hein. L'IETS a commencé comme ça. Je ne pense pas que ce sont des mesures qui vont prospérer, et il va falloir que les Burkinabés comprennent que c'est à nous-mêmes de financer notre guerre. On va souffrir, certes, on va souffrir, peut-être souffrir encore, mais au bout du compte, on va gagner, il faudra gagner la guerre. Et c'est ça aussi. Nabaloum a parlé de la nécessité de voir les résultats. Justement, c'est quand il n'y a pas de résultats
c'est quand il n'y a pas de résultat que, bon, on va commencer à se poser des questions. Et je suis d'accord que même après, avec l'institution de ces nouvelles taxes-là, quand vous regardez dans l'opinion, quand vous lisez, vous allez sur les réseaux sociaux, mais vous discutez avec les gens commencent à broncher. C'est tellement parce que les résultats sur le terrain aussi ne sont pas aussi... Parce que quand tu finances quelque chose et tu vois vraiment les retombées, bon, ça te donne un motif de satisfaction et ça te pousse à donner encore plus. C'est vrai. Mais il faudra quand même qu'on accepte, consentir un peu encore pour permettre à ce que... parce que les armes, ça s'achète tout le temps. Ça ne s'arrête pas. Les VDP, on en recrute tous les jours, il faut les armer. Mais est-ce que ce qu'on a, ça suffit à couvrir tout? Et en même temps, on parle de développement. Donc, vraiment, il faudrait que ces mesures-là, on puisse... ce n'est pas forcément à saluer, mais on doit devoir souffrir. Hein. D'accord. Alors, Joachim Voukouma, est-ce qu'on n'aurait pas pu se passer de cette taxe si dès le départ, la demande du gouvernement par rapport au prélèvement des 1% sur les travailleurs avait été acceptée? Je ne sais pas, je n'ai pas fait le calcul pour savoir s'il y aurait eu une compensation. Bon, mais je pense que même les travailleurs qui ont refusé les 1%, ils contribuent. Hein. Ils contribuent volontairement, puisqu'il y en a qui remplissent une fiche et puis on prélève directement sur leur salaire. Moi, j'ai un ami qui est à une DRH qui me parle de ça régulièrement, les fiches qui viennent. Donc, les gens contribuent volontairement à l'effort de paix. Donc, maintenant, à l'évidence, le gouvernement estime que ce n'est pas suffisant et qu'il faut encore instituer de nouvelles taxes. Est-ce que ce seront les dernières? Je n'en sais rien. Peut-être que lui il disait que ça devrait s'arrêter. Bon, c'est tout le monde l'espère. Mais si on n'a pas les résultats, en tout cas qu'il y ait un début de renversement de la tendance sur le terrain et qu'il faut encore plus de moyens, plus de VDP et plus de renseignements pour gagner la guerre, je crains que les Burkinabés ne soient encore sollicités pour une contribution supplémentaire à l'effort de guerre. Ça, c'est pas exclu. Il a dit qu'on va souffrir, c'est vrai, on va souffrir, et il ne faut pas mettre déjà un terme à la souffrance, enfin, une limite à la souffrance. On va souffrir en espérant qu'au bout de la souffrance, on va s'en sortir. C'est le seul élément qui peut motiver les Burkinabés, mais ça a été dit, et je le répète, il y a quand même un temps pour tout. C'est-à-dire, à un moment, si l'effort, les Burkinabés ont le sentiment que leur effort ne donne pas les résultats escomptés. Bon, je ne sais pas, les Burkinabés sont des gens imprévisibles. Ils vous observent pendant un bout de temps et puis après un jour ça saute comme ça, comme une cocotte minute. Et bon, j'espère que cela ne va pas arriver et qu'on va s'en sortir avec le retour de la paix dans notre pays. Et nous allons passer au deuxième sujet retenu pour cette tribune, coopération. La diversification des partenaires est bien en marche au Burkina et ce n'est pas le Premier ministre Apollinaire Kilem de Tambela qui dira le contraire, lui qui depuis quelque temps multiplie les différents voyages. Après la Russie en décembre, le Venezuela en mai, le chef du gouvernement est cette fois-ci au Nicaragua en Amérique centrale. Emen Nabaloum, la diversification est une réalité sur le plan du partenariat. Oui, une réalité. Bon, moi, si ce sont les voyages du Premier ministre qui permettent d'apprécier cela, oui, mais c'est pas suffisant. Si véritablement l'intention c'est de diversifier donc nos partenaires, je trouve que vous l'avez dit, bon, outre la Russie, les deux voyages étaient en Amérique latine. Bon, j'aurais aimé que ce soit des activités, des actions de prospection, dans le cadre de la diversification du partenariat, que ce soit des actions de prospection donc, du ministère des Affaires étrangères, donc de nos ambassades qui s'occupent donc au moins des localités où le Premier ministre est allé, qui fassent ce travail-là. Et après, bon, on aura l'occasion entre les deux parties, si vous voulez, le Burkina Faso et le
nouveaux partenaires qui se rencontrent et qui signent de nouveaux, en tout cas des accords. Bon, il est dit qu'il y aura des signatures d'accords entre notre Premier ministre et puis bon, les autorités sur place là-bas. Moi, je dis c'est bien, mais c'est pas suffisant. Moi, je n'ai rien contre les pays latinos. Je pense l'avoir déjà dit sur votre plateau ici, lors de la première visite. Et j'ai dit véritablement ce qui est recherché. Je me suis posé la question, est-ce que c'est pas lié uniquement à la question donc de la lutte contre le terrorisme, puisque c'est notre préoccupation majeure de l'heure. Donc lutte contre le terrorisme, et il va de soi que ce soit des questions donc d'armement, d'effets ou de matériel militaire, parce que c'est connu. Il suffit de taper sur le net, on sait ce qui se passe en Amérique latine quand il s'agit donc des questions d'armement, je sais pas quoi, vous vous rendrez compte. Si c'est pas véritablement sur ces aspects-là, moi vraiment j'aurais préféré que on ait beaucoup plus d'amis, qu'on renforce nos amitiés avec nos voisins, déjà, qu'on tisse de très bonnes relations. C'est qu'on n'a pas de bonnes relations avec nos voisins. Mais avec le Niger à côté, on est en palabre. Le porte-parole du gouvernement, après une interview du président nigérien, le porte-parole du gouvernement a fait une sortie. On ne connaît pas les conséquences. Le Burkina ne peut pas dire qu'il est en très bon terme avec le Niger. Non. Avec le Ghana, vous voyez ce que certains activistes ou je ne sais pas quoi, vous voyez ce que les gens disent à propos du président ghanéen, à propos du Ghana. La Côte d'Ivoire, c'est connu, on est en bagarre pratiquement avec le Togo plus ou moins. Bon, ça va. Je ne suis pas dans les secrets de la diplomatie, mais je lis, je regarde ce qui se passe. Notre meilleur ami de la sous-région, c'est le Mali. À part le Mali, dites-moi avec qui les Burkinabés vont dire c'est notre meilleur partenaire de l'heure. Non, c'est pour ça que je dis, je préfère qu'on renforce, qu'on ait de très bonnes relations d'amitié avec les pays de la sous-région. C'est d'autant plus qu'on partage le même mal pour le moment, qu'on ait de très bonnes relations. Également en Afrique, je pense qu'il y a des pays avec lesquels, au-delà des pays frontaliers là, il y a des pays avec lesquels on doit être, on peut en tout cas tisser de très bonnes relations qui sont véritablement sincères en amitié. Quand vous prenez un pays comme le Rwanda qui dit s'inspirer du Burkina, en tout cas pour la partie révolutionnaire à un certain moment. Je sais également que des institutions de lutte contre la corruption se sont inspirées d'exemples rwandais. Donc, il y a ces genres de choses là, mais je pense que l'Amérique latine c'est très bien, ça peut nous rapporter. On souhaite véritablement que le Premier ministre nous ramène des accords intéressants, mais c'est encore très loin de nous. D'accord. Alors Michel Nana, Russie, Venezuela, Nicaragua, qu'est-ce que vous en pensez sur le plan de l'offensive diplomatique? D'abord, je veux qu'on s'entende sur les questions sémantiques. La diversification des partenaires. Ce sont des mots creux qui ne veulent rien dire. Parce que avant que ceux qui sont là aujourd'hui arrivent au pouvoir, le Burkina Faso ne travaille pas avec un seul partenaire. Vous pouvez prendre la liste des partenaires au niveau étatique. On était pratiquement avec 160 pays, c'est combien étatique. Si vous prenez les institutions, mais pratiquement beaucoup d'institutions, le Burkina Faso, ils sont des partenaires du Burkina Faso. Aujourd'hui, venir parler de diversification des partenaires, je crois que c'est bon, ce n'est pas sur le plan intellectuel, sur le plan de la conception, ce n'est pas juste. Maintenant, je peux comprendre qu'on dise que nous sommes orientés vers des pays qu'on pensait marginaux. Ça, je suis d'accord. Nicaragua, c'est un pays marginal, entre guillemets. Je le respecte. Est-ce que vous n'y allez pas un peu? Non. Quand je dis marginal, ce n'est pas dans le sens négatif. Ça veut dire que dans les relations internationales, quand on va compter les pays qui ont du poids, le Nicaragua n'est pas compté. La Corée du Nord, à part le fait qu'à un moment donné, elle est éligible à cette question nucléaire là,
ce n'est pas aussi un pays compté de cette façon-là. Sur le plan des relations internationales, la Russie, oui. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut en gagner? Ce n'est pas mauvais que d'aller vers des pays de ce genre-là. Si je me réfère à ce que le Premier ministre a écrit, c'est que Kélem participe à la commémoration de la révolution sandiniste. Il semble qu'au Burkina Faso aussi, nous sommes dans une phase révolutionnaire. Et en la matière, il se trouve que s'il peut avoir des leçons à tirer, à apprendre, ou des avantages, ou des leçons à apprendre, je pense que ce n'est pas mauvais que le PM y aille et qu'il nous ramène ce qu'il peut nous aider dans la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. On va permettre une réaction avec Joachim Boukouma. Sur le plan stratégique, avec la Russie, on sait que c'est une coopération militaire, mais avec le Venezuela, Nicaragua, on est quand même un peu interrogatif. Qu'est-ce qu'on peut y gagner? Oui, vous savez, on avait des relations dans le temps, dans les années 80, sous la Révolution, c'était des relations assez chaleureuses, assez renforcées, parce qu'on était dans un régime révolutionnaire, et eux aussi, ils étaient dans un régime révolutionnaire. Alors, on était dans le bloc des non-alignés, comme on disait à l'époque. Donc, il y avait une solidarité des pays non-alignés qui refusaient d'être à l'est ou à l'ouest et qui cherchaient leur voie de développement. Ça nous a renforcés. Ortega est venu ici, Thomas Sankara même a été là-bas, faire un discours assez mémorable, les gens ont bien apprécié. Donc, c'était beaucoup plus la solidarité révolutionnaire, les relations, l'international révolutionnaire, c'était surtout ça qui animait l'idéologie révolutionnaire, c'est tout ça qui animait les relations entre ces pays-là. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une révolution au Burkina ici. C'est pas une révolution. On a une transition. On a une transition qui est en train de gérer une situation sécuritaire. Nous ne sommes pas dans une révolution. Je n'ai pas d'éléments aujourd'hui. Au niveau du mémorial, le flambeau a été remis au capitaine Ibrahim Traoré. Oui, mais après, qu'est-ce qui vous donne des éléments d'une révolution aujourd'hui? Moi, je n'en vois pas. Je ne vois pas de texte d'orientation, je ne vois pas non, je vois une équipe qui gère une situation. J'étais là-bas le 15 octobre quand le flambeau a été remis au capitaine Ibrahim Traoré. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ce qu'on a appris, c'est qu'au MPSR 2, c'est une question qui est très, comment dire, un peu explosive, très disputée. Donc, l'option révolutionnaire aujourd'hui, je ne vois pas très bien cette dimension-là. Maintenant, est-ce que ces pays-là, dans notre contexte, peuvent nous apporter quelque chose? Moi, j'attends de voir. Lors de la dernier meeting, j'y étais. J'ai vu qu'il y avait le drapeau maintenant du Venezuela qui flottait. Il y avait moins de drapeaux russes. Et il y avait au moins, j'ai vu un drapeau qui était sur la tribune officielle. Peut-être que prochainement, il y aura encore le drapeau du Nicaragua. Ça va élargir un peu la culture géographique et des Burkinabés. Mais est-ce que ces pays-là, aujourd'hui, dans notre contexte, peuvent nous apporter quelque chose dans notre combat contre le terrorisme? C'est ça qui m'intéresse. Si c'est la solidarité de pays sous-développés ou en voie de développement ou révolutionnaire, pour moi aujourd'hui, si c'est ça, c'est un voyage qui ne me paraît pas pertinent. Si c'est ça l'objectif. Maintenant, je ne veux pas préjuger des résultats. On va attendre, voir si on va demander de poser des questions au Premier ministre de Tambela pour qu'on sache exactement vos voyages au Venezuela, au Nicaragua. Finalement, qu'est-ce que ça a pour les Burkinabés? Parce que ils voyagent avec l'argent public, c'est normal. Et donc on compte nos sous actuellement. Donc à chaque fois qu'on pose quelque chose, il faut que ça nous profite dans l'effort de guerre. On va lui demander, finalement, qu'est-ce qu'on a pu obtenir de concret pour nous? À ce moment-là, on va l'applaudir. Si dans le cas contraire, on pourra faire des objections. Ok, alors Daouda Kinda, réticence sur ce plateau concernant ces différents voyages du chef du gouvernement quant à l'apport pour le pays, qu'est-ce que vous en pensez? Justement, moi j'attends que le Premier ministre rentre au pays et qu'il donne une interview et nous explique véritablement ce que le Burkina Faso gagne en termes de partenariat avec le Nicaragua. Je ne suis pas contre un partenariat avec le renforcement de nos relations avec le Nicaragua, Venezuela. Moi, je ne suis pas contre. Mais j'attends que
dès son retour, qu'il nous explique, parce que c'est quand même avec l'argent du contribuable qu'il s'y est rendu avec une délégation, donc qu'il nous explique véritablement qu'est-ce que le Burkina Faso gagne en se rendant au Nicaragua. Emin Abaloum préfère qu'on aille par exemple vers le Rwanda ou d'autres pays pour tirer expérience. Est-ce que vous partagez? Oui, c'est possible, parce que je partage véritablement cette position-là, parce que d'abord, il faudra qu'on renforce nos relations avec nos voisins, parce que nos premiers partenaires, ce sont nos voisins. Parce que quand tu dors, c'est le voisin qui peut comme on le dit, te surveiller. Voilà. Donc, ta paix, la sécurité dans ton pays dépend aussi des voisins. Donc il faudra que nous renforcions nos relations avec nos voisins. Si on n'est pas en bon terme avec nos voisins, quels que soient nos efforts, on ne pourra pas s'en sortir. Donc il faudra d'abord, et on veut voir notre Premier ministre aller par exemple en visite officielle au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin, mais il ne l'a pas encore fait. Si ce n'est il a fait une escale au Togo, si ce n'est au Mali. Voilà. Si ce n'est au Mali. Donc il faudrait que le Premier ministre fasse ce travail-là avant maintenant de nous donner la vision. Où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on veut s'allier aux pays marginalisés en griffe, ou bien c'est une dynamique révolutionnaire parce que lui il est sankariste? Donc peut-être que c'est la voie de Sankara, il est en train de suivre. Est-ce que c'est une position partagée par tout le monde? Donc il faudrait qu'il nous explique tout cela. D'accord. Et nous sommes pris par le temps. Nous allons vite aborder le dernier sujet retenu pour cette tribune. Le 18 juillet dernier, un trio de chefs d'État se sont réunis autour du nouveau président de la CEDEAO à Abuja pour se pencher sur la question de la sécurité dans la sous-région. En édito, les éditions Le Pays s'interrogent déjà sur la solution miracle contre le terrorisme dans la sous-région qui pourraient sortir de cette rencontre. Effectivement, solution miracle, la question se pose à l'issue de cette rencontre-là. Il faut que je le rappelle, et puis tu l'as déjà rappelé d'ailleurs, les chefs d'État de la CEDEAO ont désigné 3 chefs d'État pour réfléchir à des thématiques liées à la gouvernance et aux réalités sociopolitiques et sécuritaires de la région. Pour ce qui est de l'aspect sécuritaire, le président nigérian, le nouveau Bola Tinubu, et les Guinéens, les Bissau-Guinéens, Amalo, et le Béninois, Talon, se sont retrouvés à Abuja le 18 pour faire des propositions, rentrer dans le cadre de la lutte contre la sécurité dans la sous-région. Ils ont été rejoints dans leur travail par le Nigérien qui a demandé à faire partie parce que son pays est concerné par les aspects sécuritaires. Effectivement, nous nous posons la question sur le miracle qui pourrait sortir de cette rencontre-là. Mais finalement, aujourd'hui, avec le développement des événements, on apprend que le président Benoît Talon a été mandaté pour rencontrer les pays en transition, notamment le Mali, le Burkina et la Guinée, pour discuter d'abord des questions des questions d'agenda de la transition, et bien entendu pour ce qui nous concerne précisément discuter de ce que la CEDEAO peut faire sur les questions sécuritaires. On attend de voir, on attend l'arrivée de la tournée et l'arrivée de Talon dans les différents pays là et le compte rendu qui sera fait pour nous faire une idée de ce que la CEDEAO peut préparer pour nous. Et déjà, cette CEDEAO là se dit disposée à apporter toute son expertise et tout son engagement pour que la sécurité là revienne dans nos pays. Et bien entendu, je crois que dans le communiqué, la CEDEAO demande à ce que les délais impartis pour ce qui est des transitions là, que ces délais soient respectés. D'accord, nous allons terminer avec vous, Emin Abaloum, sur le sujet. Est-ce que, question de délai, est-ce que c'est bien parti pour le Burkina au cours de cette rencontre avec Patrice Talon qui doit venir? Je crois que les deux aspects dont parlent les éditions du pays à travers Michel Nana, les deux aspects, à savoir donc, le respect donc, de calendrier, et pour moi le plus important c'est la sortie donc, de la situation de transition. On a besoin de retrouver des autorités élues, parce que les transitions ne sont pas les meilleurs moments dans notre contexte là pour pouvoir retrouver une société
idée ou du moins une opinion beaucoup plus sereine pour réfléchir sur tout ce que vous voulez, question de développement, question de même la lutte contre le terrorisme. On prend comme ça à tout hasard l'exemple du Nigeria, où le terrorisme sévit, tout comme au Burkina, mais qui arrive quand même à organiser des élections, renouveler donc le personnel politique. Donc il faudrait qu'on arrive à cet exercice-là, parce que j'avoue que les transitions dans la sous-région, ça n'aide véritablement pas cette sous-région-là à penser développement. C'est bien que la CEDEAO s'intéresse une fois de plus aux trois pays en transition, mais il faut aussi beaucoup plus réfléchir, aider les États en question là, parce que les opinions sont devenues tellement comment on appelle fébriles dans ces trois pays essentiellement en transition là, que si on n'a pas de discussion sincère entre la CEDEAO et les dirigeants de ces trois transitions, si les discussions ne sont pas sincères, ça risque d'aller dans tous les sens, et la sous-région n'a véritablement pas besoin de cela. D'accord. Et c'est tout pour ce numéro de votre émission La Tribune des Éditos. Merci à vous qui l'avez suivi, merci aux équipes techniques de réalisation, et n'oubliez pas, La Tribune des Éditos est la seule émission qui donne uniquement la parole aux professionnels des médias. On se retrouve, Dieu voulant, le week-end prochain pour un autre numéro, mais d'ici là, portez-vous bien.